Nous travaillons dans l'ombre pour servir les Lumières, première partie d'Assassin vs Macron. Après avoir dévoilé les crimes de Jack Lang, je vais vous montrer ce que notre nouveau président de la République est capable de faire. Premièrement, vous croyez que le programme économique de Macron a été créé par lui-même? Faux, Macron comme tous les politiques du système demande l'approbation des francs-maçons. De plus, toutes les idées de Macron sont demandées par l'Europe. Croyez-vous que la loi El Khomri a été créée par Myriam El Khomri? Faux, l'Europe a demandé les grandes lignes de la loi, tout comme dans les autres pays. Ensuite Emmanuel Macron l'a complétée, et comme ce lâche n'avait pas envie de salir son image, il a dit que cette loi était une loi de travail, mais pas une loi d'économie, sauf que c'est un petit peu les deux. Vous croyez que les 49.3 de Manuel Valls ont été commandités par Manuel Valls? Faux, le 49.3 a été demandé par l'Union européenne, qui a d'ailleurs menacé le gouvernement que si la loi ne passait pas, il forcerait sur les tuyaux économiques de la France. Une des principales lignes d'Emmanuel Macron est de créer une assemblée constituée de partis civils en charge de contrôler le président. Ce sont tous des civils certes, mais les qualités des députés de la République en marche ne sont connues que par Macron. Il veut qu'il y ait du parti civil, sauf que ce n'est pas n'importe quel parti civil. Tous les députés citoyens sont des avocats, chefs d'entreprise, ou des ingénieurs, bref que des métiers de riches, car c'est bien connu que Macron déteste les Français à revenus modestes qui se plaignent. Il y a 2 800 000 euros, c'est cela? Oui, bon, on peut y aller directement. Si oui, ben oui, alors, allons-y directement. Vous avez payé combien d'impôts dessus? Alors, je vais vous dire pourquoi je vais oui. Ce matin en parler avec vous. Non, c'est moi d'abord qui pose des questions, Emmanuel Macron. Ben, vous pensiez bien que j'allais vous poser la question. Non, mais jusqu'à présent, j'ai refusé d'en parler. Oui. Pourquoi? Mais je vais vous expliquer parce qu'il faut faire de la pédagogie. Oui. J'ai été pendant 4 ans dans le secteur privé. J'ai très bien gagné ma vie, je l'assume totalement, j'en suis très fier, parce que j'ai beaucoup travaillé. Emmanuel Macron affirme qu'il a beaucoup travaillé. C'est spécial quand on sait qu'un ouvrier cumule temps et tant d'heures jusqu'à sacrifier sa vie privée pour pouvoir manger pâte au beurre en fin de mois. Cela m'étonnerait que Macron ait travaillé plus de 40 heures par semaine pour gagner tout cet argent, et travailler dans les bureaux ce n'est pas comme travailler dans une usine. Tu devrais le savoir pourtant sale tocard, et dans la vie il n'y a pas 7 milliards de postes pour banquier chez Rothschild, et le peu de place est donné au fils à papa comme toi. Un enfant de quartier ne peut pas payer 5 000 € par mois pour une école qui lui apprend à être un fils de pute. L'entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié, le grand patronat sont des gens mis à l'écart, qui ne peuvent pas se payer une luxueuse villa, contrairement aux employés. Sérieusement Macron veut en disant cette phrase réduire en esclavage les employés au profit des employeurs. Du jour au lendemain, un employé peut être licencié ou l'entreprise où il travaille peut se faire liquider, il est sans emploi, déjà que le rapport travail-salaire est la cause d'un pouvoir d'achat plus petit que jamais, alors un travailleur qui se retrouve au chômage du jour au lendemain, lui peut tout perdre. En fait ce ne sont jamais des Français avec des revenus modestes qui pourraient se mettre à dos du président dû à leur manque d'argent. Les avocats et autres professions dont j'ai cité sont des métiers avec de très gros salaires. Les députés sont donc déconnectés de la réalité et de la pauvreté qui touche les Français. Ensuite Macron désire des députés qui sont totalement influencés par les médias, car une personne manipulée concernant la politique dit qu'il est pour quelque chose, mais n'apporte jamais d'arguments. De toute façon, c'est impossible de trouver des arguments en faveur de Macron. Mais là nous sommes aux fondamentaux de la vie politique française, dont je vais expliquer dans une autre vidéo. Nous allons faire un zoom sur une députée qui est le symbole du député de la République en marche parfait. Voici Anissa Khadr. Anissa Khadr, remporter les législatives, typiquement, ça passe par une victoire de la République en marche dans cette circonscription qui est classiquement à gauche. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin, vous entendez ce qui vient d'être dit. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma ville de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Dino, maire à l'époque dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement
je voulais participer, et il se trouve effectivement en 2 minutes, peut-être pas comme vous, mais Madame Guillemot avait ouvert sa liste à la société civile, nous étions de mémoire je crois 8, et des personnalités donc civiques, et m'a proposé de la rejoindre au conseil municipal. Alors on va parler éducation nationale, et notamment avec la proposition d'Emmanuel Macron de diviser par 2 le nombre d'élèves en classe de CP et CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Anissa Kader, comment est-ce qu'on fait parce qu'il faut créer beaucoup plus de classes évidemment. Comment est-ce qu'on fait concrètement et à quelle échéance ça pourrait être fait? Alors, juste je voulais revenir parce que je savais bien que sur les programmes, vous allez multiplier ce genre de propos. Mais je vous rappelle que les Français ont voté à la présidentielle pour M. Macron et pour son programme. Aujourd'hui, contre Mme Le Pen. Doit se mettre en œuvre. Et au premier, tout à fait. Bien entendu, sur un certain nombre de points et dossiers, il y aura de la concertation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais les Français veulent aussi du changement et je veux participer à ce renouvellement décloisonné. Mais enfin, si tout allait bien, nous avons eu M. Sarkozy, M. Hollande, on n'a pas vu de changement. Alors après, sur la réforme... Alors, l'éducation. Ouais, voilà, Aujourd'hui, il y a les deux dans le gouvernement. On divise par 2 le nombre d'élèves dans les zones d'éducation prioritaire en CP, CE1. C'est qu'il y a un loup. Comment est-ce qu'on fait on crée un nombre de classes très important. Et à quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Après. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics. Accessoirement, il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, c'est très compliqué. Alors comment vous faites pour diviser la classe en 2? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en 2 alors? Vous mettez des paravents. Alors, moralisation de la vie politique, j'ai une question toute simple. Ouais. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez la suppression de la réserve parlementaire? C'est une question très technique, très précise. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. C'est une question très technique, très précise. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. Le fait que chaque député puisse distribuer, on va dire, 130 000 € à peu près par an. Du moins, si on peut avoir une transparence, oui. Après, voilà, je ne peux pas vous répondre avec précision sur cette question-là maintenant, parce que je ne sais pas. Après... Autre que cette dame est incapable d'aligner 3 mots, contrairement à un enfant de 10 ans, elle n'apporte strictement aucun argument en faveur de Macron. Mais ce n'est pas tout. À l'école on apprend à argumenter, mais on apprend aussi lors d'un exposé, qu'il ne faut pas lire ses notes. Or là Anissa Kader ne fait que lire, on peut considérer sa part de l'incompétence, du manque de travail, et également de l'irrespect envers les autres membres du plateau. Quand on discute avec quelqu'un d'un sujet sérieux on le regarde. On pourrait faire un schéma, les députés LRM, mais plus précisément Anissa Kader joue le rôle des enfants, et Macron le président joue le rôle du père. Il n'y a qu'une citation à savoir. On dit que la vérité des parents ressort toujours de la bouche des enfants. Anissa Kader est une gamine qui est pour Macron, sans doute parce qu'elle est jeune et dynamique en tant que professeur. J'attribue un 5 sur 20. 2 points pour qu'elle n'ait pas 0 ainsi que 3 points parce que jamais 203. Dans la description vous trouverez d'autres candidats de la République en marche tout autant débiles. Alors pourquoi Emmanuel Macron aurait-il choisi des députés de bas étage pour représenter de la République en marche? Premièrement pour entretenir la manipulation du peuple. Une personne avec des revenus modestes voyant qu'il y a un parti civil à l'Assemblée va penser qu'il est représenté. Or ce n'est pas le cas, car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les députés sont des ingénieurs, des patrons essentiellement, et puis également pour que ces députés obéissent comme des soumis au président, car dans le programme de Macron, il est dit que les députés de la République en marche devront contrôler le président à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas, parce que pratiquement tous vont être majoritaires en faveur de Macron sans comprendre les idées du président, notamment le fait que Macron voudrait gouverner sous ordonnance. Gouverner sous ordonnance est un moyen pour que les lois ne soient pas votées à l'Assemblée nationale et puissent être directement mises en place. Ça pourrait être plus rapide, ce qui est une mesure très antidémocratique, surtout que d'ici à ce qu'il propose les lois officielles au public, la cote de popularité de Macron aura chuté. Notre cher président est prévoyant, il utilise ses députés pour supprimer les assemblées. Voici une expérience d'assassin. Cette expérience a été faite entre le premier et le second tour. Assassin a interrogé des militants en marche. Ils ont pris de groupe. Tout d'abord, une des mesures phares de Macron est la hausse de la CSG.
Au premier groupe de 10 personnes, ils ont demandé si la hausse de la CSG que Marine Le Pen envisageait de faire serait une bonne idée, ce qui est un mensonge. Elle ne veut pas de hausse de la CSG. 8 ont répondu que ce n'était pas une bonne idée, et n'ont pas argumenté leur réponse, et les 2 autres ont dit que Marine Le Pen n'allait pas faire une hausse de la CSG. Eux connaissaient le programme de Macron et de Marine Le Pen, puis ils ont demandé à 10 autres personnes que Macron envisageait de faire une hausse de la CSG. Les 10 ont répondu que c'était une très bonne idée, sans poursuivre avec une argumentation. Donc les militants En Marche, ne sachant pas le programme de Macron, ont dit que la CSG était une bonne idée quand ils savaient que ça venait de la part de Macron, mais quand ça venait de Marine Le Pen, il était en désaccord. C'est étrange, voilà une preuve de la manipulation des médias. Ces gens n'ont aucun libre arbitre. Vous pensez que les médias ne vous influencent pas? C'est étrange. Pensez-vous que Fillon et Le Pen sont les seuls à avoir des casseroles? Macron lui a de vraies casseroles contrairement aux 2 autres. Il a notamment détourné 120 000 € pour En Marche Macron et sa autre trahison. Voici un entretien qui a été réalisé avant l'élection de François Hollande en 2012, alors qu'il montait effrontément. Personne n'en a tenu compte, le résultat aujourd'hui est visible et subi par tous. Bien que Hollande reste silencieux, on suppose qu'il va soutenir Macron. Celui-ci, qui n'a aucun programme, va, s'il est élu, finir le travail de destruction entamé par Hollande. C'est un pur produit de la finance, fabriqué pour servir les intérêts du capital. Souhaitons que cette fois, personne ne soit dupe. Emmanuel Macron est sans aucun doute le plus concerné par les conflits d'intérêts. Son cas est le plus flagrant quant au risque de conflit d'intérêts, s'indigne l'ONG SumOFU, qui constate qu'en tant qu'ancien banquier associé à Rothschild, il a travaillé sur de nombreux dossiers concernant des entreprises privées françaises et étrangères comme Nestlé ou Alstom. Ces dernières années, il a occupé des fonctions ministérielles qui lui ont permis de faire voter des lois qui peuvent présenter des avantages pour des acteurs et entreprises privées. L'ONG note que dans l'entourage proche du candidat, on trouve une série d'industriels et de milliardaires, dont Alexandre Bompard, Fnac Darty, Xavier Niel, Free, Georges Plaza, Carrefour, Serge Weinberg, Sanofi, Pierre Pringuet, Groupe Ricard, Philippe Poil, La Poste, Paul Hermelin, Capgemini, Frédéric Mazzella, Blablacar, Éric Carrel, Whiting et d'autres. Macron est également soutenu par Pierre Berger, Isle, Le Monde, Laurent Bigorgne, Institut Montaigne et Marc Simoncini, Mythique. Mais ce n'est pas tout. Au cœur même de l'équipe Macron, les conflits d'intérêts avec le monde des entreprises privées sont flagrants et nombreux. C'est ainsi que le médecin Jean-Jacques Mourad a été obligé de démissionner en raison des liens qu'il avait avec les laboratoires pharmaceutiques Servier. Mais d'autres sont toujours présents et susceptibles de devenir ministres en dépit de conflits d'intérêts flagrants. Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche et député PS, ancien directeur général des Mutuelles de Bretagne, il est l'auteur d'un amendement à la loi Macron favorable au lobby industriel qui a suscité l'indignation des Français sur le secret des affaires, finalement abrogé. Citons également Bernard Mourad, en charge des questions économiques pour Macron, patron d'Altis Media Group, frère de Jean-Jacques Mourad. L'ancien banquier d'affaires a piloté la restructuration des actifs d'Altis Media Group, c'est-à-dire les journaux Libération, L'Express et 18 autres magazines ainsi que 7 sites internet. L'homme était auparavant directeur général de Morgan Stanley à Paris, la fameuse banque américaine. L'ONG fait également remarquer que le conseiller d'En Marche sur les dossiers régaliens, Didier Cazat, est le directeur général adjoint de Bouygues Télécom. On citera également Audrey Bourrelot, est la conseillère de référence d'Emmanuel Macron en matière d'agriculture. Celle-ci est également déléguée générale, très haut poste, de Vins et Sociétés, l'un des plus grands lobbies de l'alcool. Vient enfin Christian Darnia, président de l'association de financement d'En Marche, ancien directeur général de BNP Paribas Asset Management, ancien président de comité au MEDEF, membre de la commission consultative de l'autorité des marchés financiers. On peut voir que Macron est soutenu par tout le grand patronat et le système tout entier, ce qui n'est pas du tout étonnant. Faire campagne avec des milliardaires est plutôt pratique, quand on sait qu'aucune banque n'a accepté des prêts pour la campagne de Marine Le Pen, parce qu'elle s'appelait Le Pen.